Amis des abeilles, bonjour. Ou devrais-je dire, encore une fois, amis du fort, bonjour. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes devant des ruines. C'est les ruines du casernement du fort d'Arche, qui sont un peu plus éloignées que le fort d'Arche. Et aujourd'hui, nous allons vous répondre à des questions que beaucoup de gens nous posent, en compagnie de Gabriel, mon neveu, qui est là à côté, que nous allons rejoindre. Allez, suivez-moi. Gabriel, bonjour. Bonjour tout le monde, c'est encore un plaisir de vous retrouver, comme la dernière fois. Voilà, donc nous allons te poser des questions, si tu le permets, et puis avoir des réponses, parce que beaucoup de gens nous posent des questions. Ça marche. Ok. Allons-y. Alors, la première question, Gabriel. Alors, est-ce que la guerre de 1870 a eu un impact sur les habitants de Pouxeux, à part la construction du fort d'Arche? Alors la réponse c'est oui, parce que la guerre de 1870-71, il y a eu beaucoup d'incursions des Prussiens à l'intérieur du territoire. C'est ce qui est arrivé à Pouxeux aussi. Il n'y a pas eu de grandes batailles sanglantes, mais les Prussiens, dès le mois d'octobre 1870, rentrent dans la commune et commencent à prendre des ressources, à imposer des impôts. La commune a dû même faire des emprunts pour pouvoir répondre aux besoins des Prussiens. Donc ça a été assez important et les charges ont été vraiment onéreuses pour la commune. Ouais. Les Prussiens, c'est les Allemands. Les Prussiens, c'est les Allemands. Ouais. D'accord. C'est ce qu'on dit la guerre franco-prusse 1870-1870. Voilà. C'était l'Allemagne. C'était l'Allemagne. D'accord, ok. Donc alors là, nous nous trouvons à l'intérieur du casernement, n'est-ce pas? Avec l'entrée d'une cave, pas trop mal, un peu crade, un peu aussi dévorée. Mais petite question, Gabriel. Alors, pour le fort, à quelle altitude avons-nous construit le fort et pourquoi? Alors tu sais, déjà c'est pas la commune qui choisit de dire on laisse un terrain à l'armée. C'est l'armée qui vient et qui dit je veux ce terrain-là. Ils font une étude pour savoir c'est quoi le mieux dans l'espace qu'ils veulent protéger et ils imposent presque à la commune le fait de dire moi je veux. Ils se l'approprient totalement, voilà. Ouais. Et la commune n'a pas le choix que de leur vendre les terrains. Il y a quand même une transaction qui est faite et on choisit toujours des terrains qui sont un petit peu surélevés. Alors, pas forcément en montagne, comme on se l'imagine, parce que, bon, effectivement, la montagne, c'est un point stratégique. On est en hauteur, on peut contrôler les vallées. Mais des fois, on est dans des espaces où c'est en plaine, il n'y a pas de montagne. Donc, on doit choisir plutôt un point surélevé, comme une butte. Donc, ici, on est sur la butte de Rebaumont, qui s'élève à 475 mètres d'altitude. La commune n'a pas eu le choix de Pouxeux de donner ses terres, du coup, à l'État et à l'armée. Et on a construit le fort parce qu'on est à la fin de la vallée de la Moselle, à la fin de la vallée de la Vologne, sur le contrôle d'une certaine rive de la vallée de la Moselle, et on pouvait contrôler différents accès, notamment les chemins de fer, les grandes routes entre différentes collines, et puis communiquer avec les forts de la place d'Épinal et les forts du rideau de la Haute-Moselle avec le Parmont et le fort de Namur. Comme on peut voir souvent ici, on est entouré de forêts, de bois et tout ça. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'il y a eu toujours du bois autour du fort? Alors oui, il y a toujours eu un peu de forêt autour du fort. Faut savoir qu'avant la construction de cet ouvrage, ici, c'était des terres de pâturage, donc il y avait forcément un petit peu de bois et de forêt, mais il y avait aussi des espaces un peu plus grands, plus vagues et plus clôturés. Simplement, quand les militaires vont récupérer les terrains dont on avait parlé juste avant, on va commencer à déboiser les alentours qui sont vraiment faits pour faire le fort en lui-même. Et puis, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'à l'arrivée de la Première Guerre mondiale, on a besoin de plus d'espace et on a besoin de plus d'espace aussi pour contrôler un petit peu les différentes vallées environnantes. Donc, on va déboiser l'alentour du fort vraiment de manière plus grande. Et c'est à cette époque, juste avant la Première Guerre mondiale, qu'on va construire les casernements dans lesquels nous sommes situés aujourd'hui. Donc, 1913, 1914, 1915. Ils ont morflé, hein? Ah, ils ont morflé depuis, oui, c'est le cas de bois le a eu dire. raison, hein? Ouais, la nature reprend toujours ses droits et aujourd'hui, c'est le cas puisque sur l'ensemble du fort et là les casernements, la forêt est maintenant la maîtresse de nous. A-t-on de l'électricité au fort? Et comment s'éclaire-t-on? Si on n'en a pas ou si on en a, mais comment s'éclaire-t-on? Alors, c'est pas quelque chose qui est démocratisé au départ dans tous les forts, l'électricité, ça vient progressivement. Le fort d'Arche, il est un peu précurseur par rapport à ça parce dès 1889, on va avoir l'installation d'une usine électrique. C'est pas le cas dans les autres forts, ce qui va nous permettre d'avoir de l'éclairage en ampoule via des systèmes filaires.
Donc l'usine électrique, elle permet à énormément de choses. Elle permet d'avoir de la ventilation, tout ça, mais ça on y reviendra après. C'est le premier mode, on va dire, d'éclairage. C'est un peu comme nous à la maison. Il y a aussi d'autres modes d'éclairage qu'on va utiliser, qui sont plus anciens. Alors si je te dis mode d'éclairage plus ancien, à quoi tu penses? Ah, la poudre à canon? La poudre à canon. Alors ça flambe, ça gaze, mais ça n'éclaire pas. C'est pas ça. Non, on pensait plutôt au système très simple, les systèmes de bougies. On utilise des bougies, on utilise des projecteurs à bougies, des lanternes. Alors quand on pense lanterne, on va penser lampes à huile ou lampes à pétrole. Et ben les lampes à pétrole étaient utilisées dans les forts aussi. Et puis on avait aussi dans les fossés, on utilisait des projecteurs avec un certain type de projecteur. Je vous mets le nom ici parce que j'ai du mal à le prononcer. Ce sont des projecteurs oscillénétiques. Voilà, vous avez le terme juste ici, parce que moi j'ai du mal à le prononcer. C'est ce qu'on retrouvait comme type d'éclairage dans les fossés. Donc oui, il y a bien de l'électricité dans certains forts, au départ, pas dans tous. Et voilà, c'est un alliage des techniques modernes et des techniques plus anciennes pour l'éclairage. Et dès 1870, on commence à avoir l'électricité au Fort d'Arche, ou un peu plus tard? Plus tard, 1889. Au départ, c'est vraiment plus les anciens modes d'éclairage et ça arrive avec l'usine électrique. D'accord, donc pour 14, on a l'électricité. Pour 14, on a l'électricité. Et l'usine électrique sert aussi à la ventilation. Elle sert aussi à tout ce qui va être besoin électrique, comme le besoin de faire des chaudrons d'eau en fait pour avoir de l'eau chaude, etc. Donc dedans, il y a un moteur, des dynamos. C'est un système un peu plus classique comme on le connaît aujourd'hui. Bon Gabi, tu nous as parlé d'un premier service, le réseau électrique. Mais y a-t-il d'autres services qu'on peut retrouver au sein du Fort d'Arche? Ah, bien sûr. Même d'autres forts, hein, pas que le Fort d'Arche, mais oui, sur d'autres forts, mais principalement au Fort d'Arche, c'est vrai que ça fonctionne comme un petit village autonome, hein, finalement. Donc il y a des services qui viennent de l'extérieur. Je pense par exemple à la livraison du lait. C'était quelqu'un qui livrait le lait à l'époque. Laitier. Le laitier, qui venait chez les habitants, mais qui venait aussi au Fort d'Arche pour livrer le lait. Mais il y a à l'intérieur du fort, c'est vraiment, faut se figurer ça comme un petit village qui est complètement autonome sur certains services. On pense bien sûr aux cuisines puisqu'il faut bien se faire à manger. Quelque chose de très essentiel après avoir mangé, faut bien aller aux latrines. Et qu'est-ce donc les latrines? C'est le petit coin. Les toilettes. Les toilettes water closets. On a ici une boulangerie, puisque le pain, ça a toujours été important depuis le Moyen-Âge. Donc on a différents types de boulangeries qui existent. Et il y en a une, bien sûr, au Fort d'Arche, hein, pour pouvoir faire des quantités de pain assez grandes au fur et à mesure de la journée. Je dois dire que j'ai vu le four à pain, et il est magnifique quand même. Oui. Et on en a vu aussi dans d'autres forts restaurés. C'est vrai qu'ils sont très très beaux, mais celui du Fort d'Arche, je le trouve vraiment beau, quoi. Il mériterait, oui, d'avoir une petite restauration, effectivement. Et de le remettre en service. Oui, exact. Ça serait bien. Ça serait très bien. Le pain du Fort d'Arche, ça serait cool. C'est une idée lancée comme ça. Donc voilà, les autres services qu'on peut retrouver un petit peu comme ça dans le fort, c'est vraiment un village qui est autonome. Il y a l'infirmerie aussi, puisque si jamais on était en temps de guerre et qu'il arrive quelque chose, il faut pouvoir recevoir au moins à peu près 40 personnes. Et puis les écuries, puisqu'il y a eu à un moment donné des chevaux. Hein, c'est pas comme les guerres modernes où on se figure des chars, des avions, des voitures. En 1870, il n'y en avait pas trop. Non, il n'y en avait pas trop. Non. Du coup, c'était plus des moteurs à crottin. Voilà, exactement. Le vieux moteur à crottin, le cheval. Donc les chevaux. Voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait retrouver aussi comme autre service à l'intérieur d'un fort. Je te propose que pour le moment, le casernement va les laisser. Puis je te propose d'aller tranquillement vers le fort et puis continuer un peu les questions autour du Fort d'Arche. Ça marche. Je crois d'ailleurs que tu as une petite question bonus à me poser au passage. Justement, c'était la petite surprise, mais on verra sur le passage une petite surprise pour tout ça. Ça marche. Allez, allons-y. Donc, nous voilà à mi-chemin entre les casernements et puis le Fort d'Arche. Est-ce que je voulais te montrer? Regarde, voici qu'on le trouve en plein milieu du bois, une stèle. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur cette stèle? Alors oui, en fait, cette stèle,
En fait, c'est une stèle qui est une stèle commémorative. Il n'y a pas de corps en dessous. Hein, c'est absolument pas une tombe. Là, il y a des écritures qui sont très effacées, mais ça raconte le souvenir en fait de Marie Broquet. C'est une petite fille qui est morte à l'âge de 12 ans ici, sur ce lieu-là. Ça date de quelques années avant le fort, hein, dans les années 1860. Il y a plusieurs versions de sa mort. Les légendes. Un peu des légendes. La version la plus véridique qui me paraît être la plus vraie, c'est celle d'un accident de débardage, hein, où elle se serait pris un arbre sur la tête. On m'a raconté aussi l'histoire des loups, effectivement. Des loups. Elle se serait fait dévorer par des loups. Alors ça paraît très peu probable parce que des loups, à cette époque-là, il y en a plus. Donc ce serait très étrange. Et on en a entendu même une dernière version. Une dernière version lors des Journées du patrimoine. Ouais. On m'aurait dit qu'en fait, elle se serait fait foudroyer. La foudre lui serait tombée dessus. Comme dans les BD d'Astérix, hein, le ciel nous tombe sur la tête, mais voilà, en l'occurrence, elle est... Pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça. On continue, Gabi? C'est parti. Allez, on continue. Donc nous voilà arrivés au fort d'Arche. Là, Gabi, je suis en train de voir ici le mur qui est fait en pierre. La dernière fois sur la vidéo, tu nous avais parlé des pierres, tu nous avais parlé du béton et tout ça. Mais les pierres, elles viennent d'où et elles sont faites en quel matériau? Enfin, quel matériau, c'est quoi comme pierre, comme type de pierre? Comme type de pierre, en fait, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, c'est du grès. Donc tout vient de carrières à proximité qui sont même sur la commune de Pouxeux. Il y avait des carrières de grès rouge qui étaient situées un petit peu plus loin. Et c'est vrai qu'on a spécialement ouvert des carrières pour le fort d'Arche, des carrières de sable et de gravier qu'on montait via des petits téléphériques directement de la carrière jusqu'au fort. Et en fait, c'est un peu un système moyenâgeux, c'est-à-dire que c'est comme dans les châteaux forts, on utilise la pierre qui est soit sur la butte, soit sur les environs. Et on ramène tout ici. Sauf que bon, les technologies ayant évolué, on avait des systèmes qui permettaient d'acheminer plus rapidement les différents matériaux ici pour construire le fort. Alors ça, c'est pour tout ce qui est pierre. Après, tu te doutes bien que tout ce qui est armement, tout ce qui est en fer, ça vient de plus loin, c'est fabriqué ailleurs et on les ramène ici, notamment grâce à la fameuse voie de 60. Tu viens de nous parler de la voie de 60, Gabriel. Mais qu'est-ce que la voie de 60? Oui, généralement, c'est quoi? Et est-ce qu'elle passait par là, la voie de 60? Alors, elle passait ici, effectivement. Elle allait directement dans le fort. Donc, la voie de 60, c'est une petite voie de chemin de fer, en fait, pour les trains. On s'en servait pour acheminer les armements, les ressources, etc., qui passaient ici. La voie de 60, en fait, elle a un nom particulier. On s'est pas très embêté avec ce nom-là. 60, c'est 60 cm. C'est l'écartement, en fait, des deux rails. Des deux rails. Ouais. D'accord. Alors, tu vas me dire 60 cm, c'est pas très gros. C'est pas très gros, effectivement, ouais. C'est pas beaucoup. C'est un petit train. Et c'est un petit train. C'est tout à fait normal. C'est parce que des fois la voie de 60, elle doit passer dans des endroits en montagne ou alors qui sont assez escarpés. Il faut tourner d'un coup, le train s'effondre ou qu'il y ait des accidents. En fait, on a fait une petite voie, voilà, tout simplement. Donc il y avait du personnel à l'intérieur de ce fort, mais à peu près on sait le nombre de personnes qu'il y avait dans le fort. Oui, alors quand on construit les forts, en fait, on leur donne un effectif précis. À Fort d'Arche, c'était environ 350 personnes, un peu plus. Quand je dis 350 personnes, c'est un chiffre qui est amené à évoluer. On avait parlé la dernière fois des ouvrages qui évoluent avec le béton armé, on rajoute des chambres, donc l'effectif grandit. Mais quand je te dis plus de 350 personnes, c'est des castes qui sont mélangées. Il y a environ 300 soldats et après le reste, c'est des castes un peu à part comme les officiers, sous-officiers, les infirmiers. Et puis, il n'y a jamais 350 personnes complètes dans le fort. Oui. Non, c'est une question de garnison, c'est une question de temps de paix, de temps de guerre. Ça évolue. Des fois, il y a 80 personnes, des fois, il y en a 200. Ça change constamment. Tous les 6 mois, ça change. Ouais. Alors, Gabi, une autre question. Parce que beaucoup de racontars autour de tout ça, les souterrains. Est-ce qu'il y a réellement eu des souterrains qui reliaient un fort d'un autre fort ou des forts ensemble? Alors ça, tu sais, malheureusement, c'est un petit peu le téléphone arabe. On parle d'une information historique qui est réelle et après on déforme la réalité.
Oui, il y a des souterrains au fort d'Arche. Oui, il y avait des souterrains dans beaucoup de fortifications. Les souterrains du fort d'Arche, ils sont là pour accueillir des petites rails en fait de chemin de fer qui permettent de déplacer des wagons à la main et de les faire monter un petit peu plus haut. Mais il n'y a pas de souterrain énorme à 100 mètres de profondeur qui serait caché et qui donnerait des voies d'accès pour ressortir quelque part pour se protéger ou alors pour relier d'autres forts. Ce serait beaucoup trop lointain. On passerait sur trop de terrains appartenant des personnes différentes. Donc non, ça c'est souvent des légendes, des racontards qu'on se Donc il n'y a jamais eu de souterrain, par exemple, qui va relier ce fort au fort du Parmont. Il n'y a pas de tunnel caché. Non, malheureusement, ça c'est du téléphone arabe. D'accord. Okay. Mais on peut trouver quand même des espaces souterrains. Alors ici, c'est pas vraiment un souterrain, on est dans le corps de garde extérieur au fort. Mais voilà, c'est des espaces qui sont sous le fort, mais il n'y a pas de voie cachée. On va parler d'autre chose. Je vais te poser une question sur les queues de cochon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les queues de cochon? Et après, on fera un petit point aussi sur la sécurité pour les personnes qui viendront se promener ici pour les queues de cochon. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur les queues de cochon? Alors, à quoi elles servaient, quoi? La queue de cochon, c'est vrai que quand on en parle, tout le monde sait ce que c'est de forme, mais on ne sait pas forcément à quoi ça servait. Bon, le nom de la queue de cochon, ça vient bien évidemment à cause de sa forme qui est fabriquée comme en tortillade, un petit peu en queue de cochon tout simplement. C'est souvent du fer qui est apposé dans des grands blocs de béton et qui sont installés dans la terre. Il y en a qui sont mises directement au sol comme ça, mais il y en a d'autres, ce sont des piquets de 1 mètre. Alors tout simplement, une queue de cochon, c'est un piquet à barbelé. On les installe pas à la création du fort. Généralement, on attend 9, 10, voire 15 ans et ensuite on revient sur le fort et on en installe partout tout autour de l'ouvrage. Donc ce sont on va mettre des fils barbelés. Celles qui sont au sol, ça peut empêcher de ramper, de grimper. Et celles qui sont sur des grands piquets de 1 mètre, ça fait comme des murs de barbelés. Ça nous donne un petit peu un aspect de tranchée à la Première Guerre mondiale. D'accord. Ok. L'aspect sécuritaire aussi est important. Oui. Tu as raison. Les piquets à barbelés, il y en a encore beaucoup dans la forêt. Il faut faire attention quand on vient se promener ici. Il faut toujours rester sur le chemin et pas déborder, puisque l'association aujourd'hui les a marqués, donc elles ressortent. Elles ressortent, ouais, on voit bien, elles sont marquées en fluo. Il y en a d'autres, ça peut être un petit peu dangereux parce que quand on se balade comme ça en forêt, on fait pas attention. Le pic des fois est redressé et on peut ne pas les voir en marchant dessus et se planter le pied dedans. Ou trébucher et se planter même la tête, le corps dedans. Ouais. Donc faites très attention si vous venez vous promener autour du fort. Voilà, la promenade est autorisée, oui et non, mais si vous venez vous promener autour du fort, faites bien attention aux queues de cochon. Regardez là où vous marchez pour pas vous en planter un dans le pied ou tomber dessus. Bienvenue au rucher. Donc Gabriel, merci pour toutes ces informations, toutes ces réponses à nos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il y a des commentaires, vous pouvez mettre des petits commentaires. La prochaine vidéo, ça sera plus amis du fort, ça sera amis des abeilles. Nous allons refaire une vidéo sur les abeilles avec Yann, qui sera, comme on l'avait dit, sur le varroa et le frelon asiatique. Varroa, apparemment, j'ai eu un ami apiculteur qui m'a dit qu'il était très virulent cette année, le varroa, donc on verra, on parlera un peu de tout ça. Et le frelon asiatique aussi a bien été cette année. Donc voilà pour la prochaine vidéo. En tout cas, un grand merci Gabriel. C'est avec plaisir. Et puis ma foi, amis des abeilles, à la prochaine fois et au revoir. À la prochaine.